Bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Alta Sapo, votre émission Sapo. Et en ce lundi, nous avons un nouvel invité. Salut David. Salut Frédéric. As-tu passé un bon week-end? Oui, j'ai perdu un peu ma voix ce week-end, mais ça va aller. Eh ben, on espère que tu vas la récupérer très vite. Remarque, lorsqu'on est derrière les fourneaux, pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. Quand même, il faut quand même annoncer assez fort les bons pour que ton équipe puisse l'entendre. Donc il faut un peu de voix quand même. Bon, ben, il faut manger du miel de notre ami Romain Salasca pour retrouver la voix rapidement. Nous avons un invité cette semaine, Jérôme Pierre-Levisé. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Alors vous êtes éleveur porcin dans la Gravonne, à Couteulay-Courtitiat tout particulièrement, c'est ça? Exactement, j'élève des porcs de race locale en haut village. Et vous êtes également castagniculteur, donc la châtaigne, on aura l'occasion d'en parler aussi. Alors on va commencer par parler de votre élevage. Depuis quand vous êtes dans le cochon, on dira? Je dirais depuis toujours, mais plus exactement depuis 86, parce que dès tout petit, j'étais passionné, j'allais voir les petits cousins qui charcutaient les cochons, qui élevaient les cochons, et toujours j'aurais aimé faire les cochons. Et puis bon, j'ai commencé par faire autre chose, et puis en 86, j'ai décidé de m'installer, j'étais à Couteulay, de faire vraiment mon métier de l'élevage porcin, de la transformation de mes animaux. Est-ce qu'il y a un héritage familial au niveau de l'agriculture, pas forcément du porc, mais globalement? Non, du coup, mon père n'était pas éleveur, il faisait un autre boulot, mais il était toujours, tous les ans, il abattait notre porc et il élevait quelques porcs pour la famille. Pour la famille. Et là, vous vous attaquez quand même à un animal, enfin moi je pense qu'il est l'animal culte en Corse. Le cochon, c'est la charcuterie, enfin tout ce qui en découle, c'est... Oui, je crois que le cochon, en Corse, ça a une grande symbolique parce que c'est celui qui est dans nos montagnes, qui valorise les châtaignes que l'on ne récolte pas, les glands, et qui est là de partout, qui était de partout présent depuis le bas des vallées à côté de l'habitation qu'on engraissait pour la charcuterie familiale, ou en haut en troupeau sur les estives. On dit, David, et là je te pose la question à toi, on dit que tout est bon dans le cochon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi tu peux tout faire avec un cochon? Il y a 97%, 99% du cochon qui est utilisable, je pense, sans dire de bêtises. Absolument. À part la queue. Même la queue que l'on met dans le pâté de tête, on utilise tout. Tout malheureusement, on n'utilise plus les poils ou les soies, puisque auparavant on faisait des blaireaux pour se raser avec les poils de cochon, mais sinon on utilise tout sur le cochon. C'est incroyable. C'est fou, tout est bon dans le cochon, jusqu'au poil en fait. Bon, aujourd'hui on l'utilise plus, mais je ne savais pas qu'on faisait des blaireaux avant. Oui, le blaireau, la soie du blaireau était fait avec le poil de cochon. On récupérait la peau et après on en sortait tout. Il récupérait les soies. C'est incroyable. Et vous aujourd'hui, est-ce que vous vendez la soie du cochon ou vous vous concentrez vraiment sur la charcuterie? Non, on ne vend pas la soie du cochon, puisque les porcs sont abattus à l'abattoir. Donc on amène nos porcs à l'abattoir et on récupère nos carcasses prêtes à être transformées dans notre atelier. C'est essentiellement du porc corse. C'est essentiellement du porc de notre élevage, de race locale, qu'on a toujours fait chez nous. C'est une race assez rustique qui pousse très doucement. Une croissance lente. On abat nos porcs à 18-24 mois plutôt. C'est-à-dire que le porc qui va naître cette année sera abattu que l'année d'après. Ce qui fait qu'on a une viande très mûre, très foncée et très chargée en arômes et en goût. 2 ans, tu te rends compte? C'est énorme. Alors, on commence déjà par 2 ans pour élever le cochon. Et ensuite, il faut la travailler bien entendu. Et ensuite, il faut la faire sécher. Au minimum 2 ans, ça dépend les pièces. Ça dépend des pièces. Les saucissons sont vendus les premiers saucissons en 4 ou 5 mois d'affinage, mais certaines coupes que tu travailles et certaines pièces de jambon, c'est 18, 24, même 36 mois. On peut en revenir à l'exploitation même. Vous avez combien d'animaux dans cette exploitation? Moi, j'abats une centaine de porcs, mais
pour avoir le roulement, pour garder les porcs 2 ans. Donc en gros, j'ai à peu près 200 porcs, entre les truies, les verras, les porcs qui sont nés cette année, les porcs qui sont nés l'année d'avant, qui vont être abattus cette année. Et souvent, on entend parler de micro-régions en Corse. Alors, dans l'Altaro, on va dire, ou dans le Tard, on va dire, la meilleure charcuterie, elle est chez nous. Dans la Grevonne, ils vont dire, la meilleure charcuterie est chez nous. Est-ce qu'il y a une différence entre les régions? C'est selon l'alimentation des animaux, ça se passe comment? Je pense que c'est plus une différence sur la transformation ou sur l'affinage. Effectivement, il y a des régions dans le Tard où ils fument un peu la charcuterie, même sur Bastilgue ou des régions de Haute-Corse, je crois. Chez nous, dans le Gravone, on n'a jamais fumé. Après, il y a des régions où on fait du ficaté. À Bastilgue, on fait au vitone. C'est vraiment la spécialité de Bastilgue. Dans d'autres régions... que du foie, en fait. Que du foie, que des abats dans le ficaté. C'est au vitone. Si on prend la région des Deux-Sèvres, il faut un ficaté légèrement plus gras, parce qu'ils aiment un peu ça. Chez nous, on faisait un ficaté, je dirais, standard, mais on faisait à côté aux alchiches, aux alamouras, pour toujours essayer d'exploiter toutes les pièces de notre porc. On se quitte, Jérôme Pierre-Levise, on rappelle que vous êtes éleveur porcin à Coutts, les Courtitiat. On se quitte également, David, on se donne rendez-vous demain. À demain mardi. Puisque Jérôme va passer la semaine avec nous. Avec plaisir. À demain. À demain. Bonjour et merci de nous rejoindre ce mardi sur Radio Alta Brigouane, Sapo, votre émission Sapori, les saveurs de David Mizak. Salut David. Bonjour Frédéric. Alors cette semaine, tu nous as ramené un éleveur porcin. Bonjour Jérôme Pierre-Levise. Bonjour. Vous êtes donc éleveur dans la Gravonne, à Coutts les Courtitiat. On a commencé à parler un petit peu hier de votre exploitation, donc 200 bêtes, c'est quand même... Est-ce que c'est considéré comme une grosse exploitation ou moyenne ? Non, c'est les exploitations moyennes d'un éleveur transformateur. En gros, il y en a qui en ont plus, qui arrivent à 350, 400, hein, vraiment les très gros exploitants, puis d'autres qui tournent plutôt à 100, 120 porcs. Il faut beaucoup de terre pour exploiter 200 porcs. Il faut, oui, pas mal de terre, beaucoup de châtaigneraies en propriété ou en location, et aussi, puisque nous on fait beaucoup de libre parcours, de la chênaie, des plateaux, mais sur Coutts, on a un terrain communal qui est assez conséquent, puisque 2/3 presque du territoire appartient à la commune, et on a des conventions avec la commune qui nous allouent des terres. Alors concrètement, là je vous pose vraiment la question du néophyte absolu. En quoi consiste une journée type d'un éleveur porcin ? Qu'est-ce que vous faites de votre journée concrètement, chronologiquement ? Tout dépend de la saison. En ce moment, on prépare la prochaine saison d'abattage. Donc là, on s'occupe de les nourrir, de les complémenter, parce qu'en ce moment, surtout avec l'été qu'on a eu très sec, les porcs ont quand même assez souffert, il a fallu beaucoup complémenter, hein, donc avec des céréales, une alimentation en base de céréales essentiellement. On prépare la saison de châtaignes et de glands qui va venir, et bien sûr la saison d'abattage. Et dans le goût du cochon, on retrouve son alimentation, comme on a pu le voir dans le veau. Obligatoirement, oui. Absolument, oui. absolument. C'est l'alimentation qui donne tout le goût au porc et qui fait peut-être 50% du goût de la charcuterie. Hein. Avec le problème du cynips, est-ce qu'on aura une incidence sur ta charcuterie par rapport au manque de châtaignes ? On aura certainement une incidence certaines années sur le goût de la charcuterie. Puisque les années, nous, on a la chance d'avoir une partie de nos porcs qui packagent, sur la châtaigneraie, qui aussi, il y a de la chênaie. Donc les années où on aura des glands, cette année on aura un peu de glands, donc on pourra compenser la perte qu'on aura en châtaigne. En châtaigne, c'est vraiment une perte quasi totale. En châtaigne, nous, sur Coutts, sur notre exploitation, on sera à 90% de perte. C'est énorme. Ah, c'est quand même assez énorme. Hein. En ce qui concerne ensuite, alors vous faites l'élevage. L'abattage, je suppose que ça se déroule dans un endroit, dans un abattoir. Ça se passe comment ? Jusqu'où va votre profession finalement ? Est-ce que vous allez jusqu'à l'abattage ? L'abattage, non. On le fait. Ouais. On ne fait plus, puisque maintenant, avec les normes européennes, les règles sanitaires, on amène nos porcs à l'abattoir, une fois par semaine en général. On récupère nos carcasses le lendemain et on fait la transformation dans notre atelier. D'accord, donc c'est vous qui faites aussi la transformation ? Absolument. Il y a tous les éleveurs qui vont jusqu'à la transformation ? En Corse, la plupart, oui.
80% des éleveurs transforment. Il y a des gens qui ne font que de l'élevage, qui vendent ou des porcelets ou des porcs adultes, mais le gros des éleveurs transforment. Et là, je suppose, David, que dans la transformation, il y a aussi le goût, c'est-à-dire le savoir-faire de l'éleveur, finalement. Ah oui, il y a toute une connaissance de l'anatomie de la bête, parce qu'on ne taille pas une bête comme ça au hasard, il faut calculer les morceaux, il faut calculer à l'endroit où va passer la lame pour récupérer la majeure partie de la viande pour pas qu'il y ait de perte. Et ça, il faut être bien entendu un professionnel, on peut pas s'improviser. Alors concrètement, dans un cochon, un exemple, un cochon type, combien de figatelles on peut faire, que peut-on tirer d'un animal entier? Est-ce qu'on peut savoir? Certaines pièces, ça dépend un peu, Oui. d'abord de la taille, mais si on prend un porc de taille moyenne 100 kg, on va sortir bien sûr de jambon, en gros de Oui. 10 kg frais chacun, qui seront secs à peu près à 7 kg. Ouais. C'est à peu près les poids moyens. Donc là, c'est quoi, le prix-août? C'est les prix août. Le prix-août, d'accord. On va sortir 2 copes, de belles copes sur un porc de 100 kg, de belles copes qui seront à peu près d'1,5 kg à la sèche, finies. On va sortir 2 ou 4 lonzes suivant le charcutier. Il y a des gens qui préfèrent sortir 2 lonzes moyens. Nous, on sort qu'un lonze assez grand et puis le reste, on le met dans les saucissons. Et en gros, on sort une dizaine de kilos de saucissons. D'accord. Après, des gens peuvent sortir un peu plus ou un peu moins, suivant le gras qu'ils veulent incorporer à leur saucisson. Et en ficaté, nous, la tradition dans notre vallée, c'était de sortir en gros 6 kilos de ficaté le frais. C'est quand même pas mal, hein, David. Hein. C'est quand même assez fou ce qu'il y a dans un animal. Bon, c'est 100 kilos quand même, hein. Il faut le rappeler. Mais en même temps, tu te dis, si on sort 6 kilos de figaté par animaux, comment on peut se retrouver avec des tonnes de figaté dans les grandes surfaces? C'est ça qui est inquiétant. Ouais. C'est ça qu'il faut faire attention. On en parlera demain, justement, de la fabrication. On se quitte. Jérôme Pirlovisi, donc un éleveur porcin de Coutoli-Corticiato, est notre invité cette semaine. Nous avons rendez-vous demain, Jérôme. Allez, à demain. À demain, David. À domani. Nous sommes mercredi. Bonjour, David Metzak. Bonjour, Frédéric. La voix ne revient pas, ce que je vois. Non, pour l'instant. C'est un peu compliqué. Nous avons un invité cette semaine qui a une voix qui porte. En revanche, tout va bien. Jérôme Pirlovisi. Bonjour, Jérôme. Salut. Vous êtes éleveur porcin dans la Gravonne, plus précisément à Coutoli-Corticiato. Vous êtes notre invité cette semaine. Et justement, hier, nous nous sommes quittés sur la façon dont on transforme les produits. Et on s'est rendu compte quand même qu'avec un animal de 100 kilos, on arrive quand même à faire pas mal de produits, notamment en saucisson. C'est qu'on fait combien de kilos de saucisson On fait une dizaine de kilos de saucisson frais en moyenne. Hein. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'en tout, en moyenne, vous produisez combien de kilos de charcuterie par an? Ou de tonnes peut-être? De tonnes, je ne pense pas, mais on devrait, peut-être 1,5 tonne de tonnes de charcuterie. Ouais, c'est énorme. Et David, tu rebondissais sur le fait qu'on trouvait beaucoup de produits, notamment dans les supermarchés hier. Voilà, on trouve une quantité énorme de figaté, par exemple, pour ne citer que le figaté. Il faut savoir qu'il y a une production industrielle qu'il ne faut pas dénigrer, c'est pas là mon propos, mais on ne peut pas comparer. Quand un éleveur sort 6 kilos de figatil sur une bête, et quand on arrive à trouver des centaines et des centaines de kilos de figatil dans les grandes surfaces, c'est pratiquement impossible par rapport à la production que nous avons en Corse. Par rapport à l'élevage, effectivement. Hein. D'ailleurs, on trouve du ficatil toute l'année, alors que nous, le ficatil d'été, on ne sait pas faire. D'ailleurs, on ne charcute pas l'été, on ne travaille que du mois de novembre au mois de mars. A Dumbera si fa secondo. Da novembre a marzo. Da novembre a marzo. Alors là, Jérôme Pirlovisi, vous parlez du figatil d'été. Et effectivement, l'été, moi qui me promène dans quelques grandes surfaces, je vois du figatil. Je suis assez surpris d'ailleurs d'en trouver, puisque bon, nous on sait très bien qu'on le mange en général l'hiver au coin de la cheminée. Est-ce que selon vous, c'est un produit différent, ou c'est un produit, en quelque sorte, quelque part, qu'on garde en stock pour les touristes et l'été? Concrètement, quel genre de produit c'est concrètement? Je crois que c'est un produit complètement différent. Ça n'a plus. Je me demande comment on peut encore l'appeler figatil. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que nous, on ne sait faire de la charcuterie en général que l'hiver.
Quand il fait froid, quand il fait assez un peu plus sec, l'été, on ne sait pas faire de la charcuterie. Après, il y a des gens, et les industriels font du figaté l'été. Je ne sais pas comment ils font, et je ne sais pas quel goût ça peut avoir. Parce que c'est vrai, finalement, pourquoi ne pas donner un autre nom à ce produit-là? Oui, il faudrait trouver un système pour protéger les éleveurs qui travaillent de manière traditionnelle. Et je pense qu'il faut une partie industrielle et une partie éleveur. Il ne faut pas confronter les deux. Mais par contre, il faut différencier les deux dans les produits que l'on utilise. C'est pour ça qu'ils ont sorti dans l'AOC l'appellation COP, l'appellation Prisout, l'appellation Londe, etc., etc. Mais là encore, il y a sûrement des choses à dire et à affiner. Mais il faut vraiment qu'il y ait une séparation pour que le consommateur puisse faire la différence. Trouver du figaté en été, pourquoi pas? S'il y a la demande, s'il y a des gens qui... Ça fait travailler aussi l'économie. Il ne faut pas avoir l'esprit étriqué. Mais il faut expliquer aux gens que ce ne peut pas être une charcuterie artisanale. C'est pas possible parce qu'on tue de novembre à mars. Et le figaté, il ne peut pas tenir de novembre à mars frais jusqu'au mois de juillet, c'est pas possible. Alors moi, j'en ai vu notamment l'été dernier, mais le figaté, c'est quand même assez consistant comme produit, mais tout fin. De la ficelle presque, est-ce que c'est une autre forme? Ou fitone peut-être. Traditionnellement, à Bastiel, c'est vrai qu'il faisait un peu au vitone très fin. Oui. Si mangiava secco, no? Piuttosto. Pour manger, pas mangiare secco. Au figaté, dans 10 minuti vini, sono minuti di pecora. Moi, j'ai rarement vu. Je ne sais pas, c'est encore des inventions. En tout cas, les touristes se jetaient dessus. Après, bon, oui, parce que le touriste, bien entendu, c'est un peu contradictoire et paradoxal. Il veut manger de la charcuterie en été, il ne vient pas en hiver pour découvrir ce qui s'y passe. Tous ces produits-là, phares comme le brooch par exemple, ce sont des produits d'hiver. Bon, on arrive à avoir du brooch, je pense à Vespérine par exemple, un ami qui fabrique jusqu'à fin juin. Mais voilà, il faut trouver les produits au bon moment. C'est toujours pareil, on en parle souvent ensemble, la saisonnalité. Il faut revenir à cette saisonnalité parce qu'on dérègle tout finalement. Et j'ai eu l'occasion de voir, et là je me tourne de nouveau vers Jérôme et Pierre Lovis, j'ai eu l'occasion de voir au Salon de l'Agriculture à Paris, sur le stand de la Corse, du figaté loup blanc. Est-ce qu'on fait du figaté loup blanc chez nous? J'ai entendu ça, qu'il y avait du figaté le blanc. C'était la première fois que j'entendais ou que je pouvais voir ce truc, puisqu'on l'a vu à la télévision. Hein. Heureusement que je n'étais pas présent au Salon de l'Agriculture, parce que vraiment, c'est quelque chose qui... C'est un cas d'engade, ça, là, je pense, non? C'est un cas... vous vous trouvez sur un stand, enfin, à côté de vous, il y a quelqu'un qui vend du figaté loup blanc, vous le prenez comment, concrètement? Il y a de quoi foutre tout en l'air. Oui, j'imagine. Et comment vous chiamano? Vous figatelo? Je sais pas. Au figaté ou blanc, voilà. tout simplement. Je trouve ça. Bon, mais... C'est comme le saucisson d'âne, c'est exactement pareil. Saucisson d'âne, oui. Et ça, effectivement, c'est un produit qu'on ne trouve que l'été en Corse, hein, dans des boucheries. Hein, mais il n'est pas de tradition chez nous de faire du saucisson d'âne. Non, on n'a jamais fait de saucisson. D'abord autre chose qu'avec du cochon. Comme je dis toujours aux gens qui viennent des fois dans mon atelier, nous on ne fait que du cochon. Bien sûr. Et du saucisson d'âne, c'est encore une invention d'un industriel parce que il faut faire tourner des ateliers, il faut rentabiliser des machines. Alors on fait n'importe quoi. Vous me dites du figaté le blanc, du saucisson d'âne, et pourquoi pas du saucisson d'herbe bientôt, ou de foin. Hein, D'autant que les ânes, c'était des animaux tellement précieux pour les besognes. Il fut un temps qu'on évitait de les tuer pour en faire du saucisson. Exactement. Ils étaient tellement précieux. Exactement. Pour transporter le bois, pour transporter les châtaignes, pour les champs. Allez, on va poursuivre cette discussion demain. On parlera notamment des ventes de vos produits, comment vous procédez pour commercialiser donc ce que vous produisez, Jérôme Pierre Lovis. Et puis évidemment, vendredi, il y aura ta recette avec les porcs de Jérôme. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue sur Alda Breguan, c'est en ce jeudi pour votre émission Sapor et on parle cochon avec David Mezac cette semaine. Salut David. Bonjour Frédéric. Et avec un éleveur porcin, Jérôme Pierre Lovis. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors hier on a parlé de tout ce qui ne nous plaît pas, hein, le figaté loup blanc, le saucisson d'âne. Aujourd'hui on va se recentrer un petit peu sur votre métier, sur votre élevage, donc de porc à Côtelais-Courtitiat. Comment faites-vous pour commercialiser vos produits? Est-ce que vous allez dans les supermarchés? Est-ce que vous faites en direct auprès des restaurateurs? Sur les marchés, ça se passe comment?
Nous, on vend essentiellement chez nous, sur l'exploitation. On vend quelques pièces avec des David ou d'autres restaurateurs, d'autres chefs. Quelques boutiques de produits corses, 3 exactement, pas plus, voilà. Alors, il faut savoir que quand j'ai demandé d'avoir la charcuterie de Jérôme, la première chose qu'il m'a dit oui, mais tu attends 2 ans. Ah oui, voilà. Il faut que le cochon il pousse. Voilà, il faut du temps au temps, parce qu'on ne prévoit pas de vendre de la charcuterie comme ça à travers. Il faut prévoir. Prévoir, c'est attendre. Donc on a attendu 2 ans. Et alors, on tue le cochon adulte, mais le tuer plus jeune, est-ce qu'on peut avoir une différence de goût? Est-ce que ça peut avoir un intérêt ou non? C'est une pratique qui ne se fait pas du tout. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour, ce qui fait le goût de notre charcuterie, c'est la nourriture et l'âge de notre porc. Ouais. Si on abat des porcs de 12 mois, on n'aura pas la même viande. Et donc, on n'aura pas le même produit fini. Ça peut nous arriver des fois. Il y a un porc qui a changé de quartier, qui a été là où il ne fallait pas, il faut qu'on le dégage, on le tue. Et quand on le découpe, on ne pourra pas faire du jambon parce que la viande, elle est rosée. Si on compare, c'est un peu comme le veau et le bœuf. Le veau, c'est une viande très claire, et le bœuf, c'est une viande beaucoup plus mûre, avec du gras qui s'est incrusté dans le muscle, qui a eu le temps d'incorporer le muscle, et la même chose sur nos porcs. Quand on coupe une de nos copes, on voit bien le maigre très foncé et le gras. David pourra en parler certainement mieux que moi, puisque c'est lui le spécialiste des goûts et des saveurs. Ce gras qui s'est développé à l'intérieur du muscle et qui donne tous les arômes à nos charcuteries. Qui donne déjà une souplesse à la dégustation, mais justement qui développe les arômes, qui vient soutenir le maigre. Souvent, c'est une hérésie de sortir par exemple le gras du jambon. C'est une hérésie, c'est la folie de sortir le gras du jambon, parce que là aussi il y a une multitude de saveurs dont on se prive en sortant le gras du jambon. Et un jambon trop maigre n'est pas bon, il devient sec. Et c'est pareil pour une cope, s'il n'y a pas de maigre comme il faut, c'est pas bien persillé, ça sera pareil. Donc un bon jambon, une bonne cope, un bon londe, il faut qu'il y ait du gras, il faut qu'il y ait des saveurs à ce niveau-là, bien entendu. Lorsque vous fabriquez du saucisson, parce que c'est vous qui le fabriquez, dedans, on va mettre des petits ingrédients aussi. On va mettre du poivre. Là, on est déjà dans le métier du goût, finalement, à ce niveau-là. Oui, mais nous, essentiellement, il y a du porc. D'accord, vous rajoutez du rien. Du maigre et du gras. D'accord. On met du sel, bien sûr, qui est le conservateur, qui permet de conserver, de sécher la viande. On met du poivre. Et nous, on a fait le choix de prendre des poivres qu'on essaie de sélectionner avec le fournisseur, que l'on moud nous-mêmes, pour justement essayer de préserver tout le goût du poivre et donner une saveur particulière à nos saucissons. De même que les boyaux, on essaye avec le boyaudier de prendre des boyaux qui conservent et qui permettent d'avoir un saucisson le plus savoureux possible. Pas d'épices, parce qu'on trouve par exemple des risottos avec des épices. Pas d'épices, ça s'est jamais fait. Avant, on mettait un peu d'épices aspédes, qu'on appelait en Corse, sur le jambon, mais on trouve que ça masque trop le goût de la viande. Est-ce que c'était pas pour éloigner peut-être les mouches ou... Ça éloignait les mouches et d'autres problèmes, ça permettait d'éviter d'autres problèmes, effectivement. Mais ça masquait le goût, c'est un peu comme le fumage quand il est trop fort. Je pense, à mon avis, que ça masque trop le goût du produit fini. Je suis d'accord. Ça, c'est d'accord aussi. Oui, tout à fait. On trouve certains saucissons, mais j'ai l'impression que c'est pas chez nous en Corse, où on met des grains de poivre entiers. Chez nous, ça en fait pas. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui mettent du poivre en grain, un peu de moulu et un peu de grain, parce qu'ils aiment ce petit croquer le grain de poivre. Ça après, c'est une histoire de goût. Certains mettent un peu plus de poivre, d'autres un peu moins. Tout dépend un peu du charcutier. Et toi, David, dans tes restaurants, donc à l'Altrouvers ou au Bistrotel, forcément, dans tous les restaurants, il y a dans les entrées assiette de charcuterie. Donc c'est important de choisir le bon produit. Là. Voilà, nous, au Bistrotel, on n'offre pas une assiette de charcuterie parce qu'il y a un coût aussi, il faut l'admettre. Quand on choisit une charcuterie de qualité comme celle de Jérôme, et le Bistrotel ne rentre pas dans ce cadre-là, mais on utilise la cope de Jérôme, on utilise le saucisson, on utilise aussi le londe, ou un trou.
on n'a pas parlé parce qu'on fait aussi des terrines chez Jérôme. Ça fera plaisir à Samira qu'on en parle un petit peu. Qui est un genre de pâté, on peut dire, un genre de terrine qu'on utilise aussi pour des salades, pour faire des toasts, pour faire une viande gratinée. Il y a une multitude de choses chez les Pierre Lovis qu'il faut découvrir, une multitude de choses de goût. Et ça nous permet une palette, bien entendu, de saveurs. Ensuite, à l'Altroers, bien entendu, on a laissé le choix à Jérôme de sélectionner les jambons pour l'Altroers. Et là, on peut proposer une assiette avec un prix, bien entendu, qui correspond vraiment à l'offre de l'Altroers. On aura l'occasion de revenir voir Jérôme pour parler notamment de ces châtaignes. On fera ça dans quelques semaines. Messieurs, bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le cochon. Alors maintenant, comment peut-on travailler le cochon dans une salle de cuisine? C'est ce que tu vas nous expliquer demain, David, pour la dernière émission de la semaine, vendredi, avec une recette. On aura une recette de côte d'agneau rôti à la houlette. On n'a pas parlé de la houlette, qui est la joue, qui est une spécialité aussi de Jérôme, avec des pommes de terre rates en persillade. Eh bien, tu nous donnes déjà faim. La recette, ce sera pour demain, même endroit, même heure. À demain. À demain. À demain. Vous êtes sur Alta Brigouane, ça il est 11h15 et on se retrouve comme tous les jours de cette semaine pour votre émission Sapo et avec David. Salut David. Bonjour Frédéric. Je vois que le miel de notre ami Romain Salaska ne fait pas vraiment effet pour l'instant. Il n'en a pas porté assez finalement. Au niveau de la voix. Bonjour Jérôme Pirlovisi. Salut. Vous êtes notre invité cette semaine, éleveur porcin dans la Gravonne, à Couteau-les-Courtitiat particulièrement. Alors on a beaucoup parlé de vos produits, de vos cochons tout au long de cette semaine. On en profite pour rappeler à nos auditeurs que si vous avez raté les émissions ou quelques émissions, vous pouvez retrouver les podcasts et les rediffusions sur internet www.alta-friguanza.com. David, eh bien cette semaine, même si tu n'as pas de voix, il va falloir y aller parce que c'est le jour, tu le sais, le vendredi, le jour de la recette. Que peut-on faire avec les produits de Jérôme? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette. Ce sont des côtes d'agneau rôties à la houlette avec des pommes de terre rates en persillade. Et je vais laisser le soin à Jérôme de nous parler de la houlette avant la recette. La houlette, c'est une pièce particulière du cochon, hein, c'est la gorge du porc. C'est une pièce où on retrouve toutes les glandes salivaires et autres de l'animal. Et c'est un aspect, c'est vrai que quand on la coupe, beaucoup de gens nous disent « Oh, mais c'est gras, parce que ça ressemble un peu à pancette ». Bon, les Corses connaissent la houlette. Hein. Oui. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la faire un dessin. Et c'est vrai que maintenant, avec un peu la phobie du gras, les gens voient. Mais quand on commence à leur cuisiner, à leur griller une tranche de houlette, à leur faire des gambas roulées dans la houlette ou des côtes d'agneau que nous prépare David à la houlette, les gens craquent dessus. C'est vrai que c'est gras, on ne peut pas renier que c'est gras, mais on n'est pas obligé d'en manger 1 kilo. Oui. Voilà. C'est toujours manger tous les jours. C'est toujours pareil. Alors la petite recette. Alors on va parler donc des côtes d'agneau. Pour 4 personnes, il nous faut, vous m'excuserez pour la voix, 12 côtes d'agneau taillées dans le filet, 12 tranches de boulettes, bien entendu, taillées fines. On coupe ça à la trancheuse, ou on se les fait couper par notre charcutier ou par notre boucher. Du sel, du poivre, 1 kg de pommes de terre rates. Les pommes de terre rates, ce sont les petites pommes de terre que l'on trouve dans le commerce ou chez nos maraîchers. 2 gousses d'ail, du persil plat et de l'huile d'olive. Comment nous allons procéder? Tout d'abord, on va cuire les pommes de terre rates à l'eau salée. On va les peler et on va les laisser refroidir. On va préparer la persillade en ciselant finement l'ail et le persil. Et avec un mixeur, on va venir mixer l'ensemble de la persillade. On va saisir les côtes d'agneau à la poêle, on va les dorer. Donc il faut qu'il y ait une saisie vive et rapide pour que l'on garde les côtes d'agneau, je dirais, saignantes pour l'instant. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire manger de l'agneau saignant. On va vous le faire déguster rosé. Mais comme il y a une seconde cuisson au four, on les garde saignantes. Il ne faut pas, ouais, effectivement, il faut en garder un peu sous le pied. Voilà, il faut garder un petit peu de marge. Alors une fois qu'on les a dorés, on va laisser un petit peu refroidir et on va venir les enrober de la houlette. Alors si les tranches sont trop petites, on prend 2 tranches, on enrobe la côte d'agneau et on vient piquer avec un petit pic à brochette ou un petit cure-dent pour venir pincer la houlette pour pas qu'à la cuisson finale, elle vienne se détacher de notre côte d'agneau. On va donc piquer les extrémités et on va planter dans la viande une branche de romarin ou de thym. Une fois que c'est planté, on va mettre dans un plat qui va au four et on va enfourner à 220 degrés, thermostat 8 à peu près, pour ceux qui n'ont pas de degrés sur le four. Et on va cuire ça 5-6 minutes.
le temps que la viande finisse de cuire et que la pancette, la houlette, si on n'a pas de houlette, vienne enrober et saisir la viande. Ce qui permettra de venir nourrir l'agneau du goût de la houlette et en même temps de venir apporter un petit goût croquant et croustillant à notre viande. À la sortie du four, on va saler nos pommes de terre, on va venir les aromatiser avec notre persillade et on va servir les pommes de terre avec par-dessus les côtes d'agneau qui ont été cuites au four et le jus de la cuisson des côtes d'agneau. C'est un plat très simple, facile à réaliser. On peut servir ça avec un petit mesclin, c'est-à-dire une petite salade de jeunes pousses de salade, donc betterave, lolo rossa, feuilles de chêne rouge. Et on sert ça très chaud. En tout cas, ça a l'air très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme. C'est l'air appétissant. Ça nous donne faim, on en salive. Alors, c'est juste une idée de recette. Bien entendu, on peut faire une multitude de recettes avec la houlette. Tout à l'heure, Jérôme nous disait qu'on peut faire des gambas associés à la houlette. J'ai mangé dernièrement justement cette recette dans un restaurant. Je conseille de ne pas mettre trop de houlette parce que ce qui est important, c'est d'avoir des notes de goût et non pas être accablé par le goût. La gambasse, les agneaux, la houlette, ce sont des éléments que le compose un plat et on vient apporter des notes. Il ne faut pas exagérer, il faut juste harmoniser les choses. Et je pense que l'harmonie des choses vient par un équilibre et pour se garder de la marge pour pouvoir avoir des saveurs et non pas une dominance. C'est comme pour le safran dont on en a parlé avec Anne Auchier, qui est également dans la Gravode. Il faut en mettre un petit peu, visiblement, il ne faut pas tout crémer d'un coup. Et bien voilà ce qu'on peut faire avec vos produits, Jérôme, comme quoi c'est pas qu'un bout de saucisson qu'on va déguster lors d'un Spuntino, on peut en faire avec vos produits de vrais plats cuisinés. Ça doit faire plaisir quand même de voir que le travail continue par la suite. Travailler avec David, c'est vraiment un très grand plaisir parce que justement, il s'est présenté tout simplement un plat de charcuterie, mais c'est aussi allier de la houlette avec des côtes d'agneau ou de veau et c'est tout vraiment tout un... Ou un poisson aussi, on peut faire un poisson bien entendu. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Jérôme Pierre-Lovise. Bon vent à vous donc dans votre exploitation à Coutoli. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, David. À bientôt, avec grand plaisir. J'aimerais bien retrouver Jérôme une prochaine fois pour parler des châtaignes notamment, si vous voulez. On essaiera. Eh bien écoute, on se retrouve dans quelques semaines pour parler de la châtaigne. Après ce Allez, à Prest.